L'actualité de ce 13h sur Canal 2 International. Bonjour à tous, voici les titres. La journée mondiale de l'eau se célèbre ce jour. Dans ce journal, nous irons à Ibolova, où l'eau se fait rare malgré l'existence de châteaux d'eau. Et nous irons également à Edea, où désespérément les populations traînent leur calebasse à la conquête du précieux sésame, véritablement enfoui sous terre. 195 millions de francs CFA, c'est le montant de financement attribué aux producteurs agro-pastoraux dans la région de l'Adamawa. Une manne qui arrive alors que la campagne agricole s'annonçait noire pour ces seigneurs de la terre et de l'élevage. Et dans ce journal, la capitale du Tchad, Djamena, accueille le 24 mars la 14e conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Ce matin, les travaux du Conseil des membres de l'Union économique d'Afrique centrale ont ouvert le bal. Voilà pour la une. Bienvenue à tous. On débute l'actualité cet après-midi avec notre chiffre du jour qui est 14. Ce chiffre représente la 14e conférence de la CEMAC qui s'ouvre ce vendredi à Djamena au Tchad. Cette 14e session ordinaire des chefs d'État de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale planche sur la thématique suivante. Redynamiser l'intégration régionale et restaurer la sécurité en zone CEMAC pour le renforcement des réformes économiques. Et on parlait de la journée mondiale de l'eau, la capitale régionale du Sud, malgré des apparences de ville très arrosée à soif, même en cette journée mondiale consacrée à l'eau. Le difficile accès aux précieux liquides forge chez les habitants des instincts de survie. Parents et puits et marigots sont des lieux où l'on se ravitaille difficilement. Pourtant, un énorme château d'eau occupe la zone depuis 2 ans déjà. Ambroise Foguet, reportage. Ibolova, un écrin de verdure agrémenté d'eau. Sur le mont éponyme, on y a même construit un étonnant réservoir. Ici, l'eau devrait être la chose la mieux partagée. Mais inopportunément, ce n'est qu'une vue du ciel. Rentrons sur terre. Voici des Ibolovaens en plus clair. Il n'y a vraiment pas d'eau. C'est vraiment pénible. Donc, nous vont dans des étangs où l'eau est déjà même sale et tout. C'est vraiment pas facile. Avec l'eau, c'est grave. On paye les factures chères, mais nos enfants partent puiser l'eau dans les marécages et on a des amibes, on a tout, on ne comprend pas. Une comme moi j'ai un enfant. Je me réveille à 3 heures pour venir puiser de l'eau. Je trouve trop de gens. Je rentre même sans puiser et je vais attendre jusqu'à 16 heures. Des fois même je rentre même sans eau. Le droit à l'eau potable et à l'assainissement, un droit de l'homme essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l'exercice de tous les droits de l'homme, simple leurre. Je paye la facture au moins 6 000, 7 000, 8 000. Mais on ne voit pas l'eau et mes enfants sont toujours malades. Je suis obligé de les amener toujours à l'hôpital. C'est pas évident, puisque moi je suis à Petit Ngalam. C'est moi ça, je sais pas, je peux dire 8 km d'ici. Je quitte de Mbanga pour venir puiser l'eau ici au KIP. Ça fait environ 3 km, quelque chose comme ça. Ne laissez personne de côté. Injonction magnanime des Nations Unies pour atteindre la cible de l'objectif de développement durable 6. On semble pourtant l'avoir compris depuis 2 ans. C'est quoi donc le problème? Normalement, c'est dans ce bâtiment qu'on est censé avoir des réponses. Mais on nous refait à 7 autres. Contre toute attente, c'est une fin de non-recevoir. Des citoyens démunis en sont déjà à interroger la sincérité de l'eau, c'est la vie. L'eau du robinet n'est vraiment pas potable parce que j'ai tout le cas de maladies à la maison de temps en temps, notamment la typhoïde. Moi et ma femme tombent toujours malades à cause de cette eau-là. Sans vous mentir, l'eau de pompe me fait mal au ventre. La situation épidémiologique à date montre que nous avons beaucoup de maladies diarrhéiques, les fièvres typhoïdes, les amibes, les amébiases intestinales et les autres parasitoses intestinales. Alors, la plupart de ces maladies sont effectivement dues à la consommation d'une eau impropre. À Ibolova, ne pas comprendre que l'accès à l'eau potable est l'un des fondements de la santé publique a pour corollaire la récurrence des cas de maladie. Les conseils que nous pouvons donner, c'est de potabiliser de l'eau avant de la boire.
À moins 10 ans de 2030, horizon fixé, ces clichés laissent-ils présager l'accès de tous à l'eau ou à une gestion durable des ressources en eau? Ça fait pauvre tout ça. Difficile pour les populations de la ville Lumière EDA de se ravitailler en eau potable. Ici, parents comme enfants sont invités à parcourir de longues distances pour avoir le précieux sésame. À EDA sont présents depuis quelques mois des poches qui serviront de passage d'eau, mais jusqu'ici, rien n'est fait. Luc Biga et Christian Bock. Un geste que Martine effectue au quotidien comme pour se consoler d'avoir un robinet chez soi. Et pourtant, aucune goutte d'eau n'a coulé de son domicile depuis des années, mais les factures sont régulièrement déposées. C'est l'apanage ici au quartier Mbanda, comme d'autres d'ailleurs à Idéa dans la Sanaga-Maritime. Les populations sont toujours en train de payer les factures. Il y a même les pénalités. Les pénalités, nous ne savons plus à quel sens se vouer. C'est mauvais. C'est bloqué, il n'y a pas l'eau. Les récipients qui sont là-bas, vraiment, peut-être c'est après 3 jours que les gens là vont puiser de l'eau. Je suis donc obligé de venir jusqu'ici au nouveau quartier. Et même ici, ce n'est pas facile comme vous voyez là. Il y a des gens qui sont ici depuis 4 heures. Malgré le raccordement au réseau, ces populations peinent à se procurer de l'eau pour les tâches quotidiennes. Les enfants sont obligés de se lever de bonne heure, ce qui perturbe leur emploi de temps. Tous les quartiers n'ont cependant pas le même problème. Des forages et des sources d'eau naturelles essaient de combler une demande sans cesse croissante, au risque parfois de maladies hydriques. Je suis obligé parfois d'envoyer les enfants à 5 heures. Les enfants ne parviennent même pas à rentrer avec cette eau. Et je suis obligé bien après leur départ de classe pour aller chercher un peu de l'eau. Mais ça ne me permet même pas à me laver. Depuis l'avènement des forages, nous voyons un peu un léger réaménagement dans l'encadrement des populations en ce qui concerne le problème d'eau. Bon, mais néanmoins, tout n'est pas encore au top parce que ces forages ne durent pas longtemps. Au demeurant, la sortie de l'auberge serait pour bientôt à printemps à travers les fouilles disséminées dans la ville. Puis, un bon bout de temps, nous voyons comment on est en train de creuser un peu partout dans la ville. On ne sait donc pas à quel moment, depuis là, on attend que l'eau arrive à la maison. Chez moi, là, ça fait plus d'1 an. Curieusement, Idéa semble être un paradoxe, car entouré de cours d'eau mais sans eau, d'un barrage hydroélectrique mais sans eau. Et quoi encore? Le énième cas d'incendie au marché Congo semble ne pas être une surprise pour la plupart des commerçants qui dénoncent un marché déjà vétuste. Aujourd'hui, des mesures préventives sont envisagées par les responsables des marchés à Douala en attendant la reconstruction d'un marché moderne et sécurisé. Marous Kouessou. Pour la énième fois, le marché Congo de Douala a connu la violence des flammes. Un incendie qui s'est déclenché en fin d'après-midi de vendredi. Les commerçants victimes ont reçu du réconfort par la visite du Premier ministre camerounais Joseph Dion-Kouté sur les lieux. Je suis très ravie pour la visite du Premier ministre. Bon, je le trouve vraiment un homme bien et je pense qu'il va réaliser ce projet qu'on a attendu depuis 7 ans. Cependant, les incendies à répétition dans nos espaces marchands laissent perplexes. Comment choisir un leader? C'est ça la question. Avant, ça se passait trop facilement. Parce que vous avez créé une tontine dans un marché où on brade de l'argent dedans. Et là, sur le président de cette tontine, on croit qu'obligatoirement on peut gérer un édifice public. Des responsabilités sont attribuées à tort ou à raison. Des mesures préventives doivent être envisagées, comme ici au marché central de Douala. Lorsqu'on pense un peu pour les autres, on commence à prévenir. On n'attend pas l'incendie. Il faut rapidement d'abord recycler tout leader et passer dans des petites formations de risque d'incendie surtout. Il faut déjà qu'il y ait des petits recyclages au niveau des sapeurs. Le camp TZF est l'un des espaces provisoires de recasement des victimes du marché Congo. Elles qui continuent de militer pour un marché moderne et sécurisé.
Les colonels, commandant Légion Gendarmerie Ouest et commandant secteur militaire numéro 9 ont pris le commandement à Bafoussam et Toga Galax Yves, secrétaire d'État auprès du ministère de la Défense en charge de la gendarmerie, prescrit la vigilance, surtout que l'Ouest subit des coups du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Walter Bertrand et Dimitri Kouyaté. Vous reconnaîtrez désormais comme votre sous-chef le colonel Mbamilo James, ici présent. De par le président de la République, vous reconnaîtrez désormais comme votre chef, commandant le secteur militaire numéro 9, le colonel Anvené, ici présent. Deux nouveaux chefs militaires ont pris le commandement ce jour à Bafoussam, dans la pure tradition militaire. Le colonel Mbamilo James, commandant de la Légion de gendarmerie de l'Ouest, puis le colonel Anvené Achille Armand, commandant secteur militaire numéro 9. Deux officiers supérieurs pétris d'expérience en témoignent leur état de service, mariés, récemment nommés par le chef de l'État, tous deux titulaires d'un certificat d'état-major. Disons merci au chef de l'État qui nous a fait confiance. Nous disons merci au ministre de la Défense qui a bien voulu faire la proposition au secrétaire d'État à la Défense. Cette prise de commandement a été présidée par le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense en charge de la gendarmerie nationale. Vous devrez donc, dans votre zone de responsabilité commune, redoubler de vigilance et tout mettre en œuvre pour contrer fermement et promptement toute velléité de désordre et de trouble à l'ordre public. Euphorie de courte durée, défilé militaire et place au travail. Une manne qui tombe à pic en ce début de campagne agricole pour les producteurs agro-pastoraux de la région de l'Adamawa. Ils viennent de recevoir des chèques d'une valeur globale de près de 195 millions de francs CFA, un financement du PCP ACFA qui vise à réduire la pénibilité du travail et améliorer sensiblement les revenus de ces seigneurs de la terre. Eringele Abdoulaziz Ndewa. Ce sont les premiers financements de l'année 2019 du programme de consolidation et de pérennisation du Conseil agro-pastoral PCP ACFA. Ce 19 mars à Ngaoundéré, ils sont 59 organisations des producteurs venus du Mayo-Bagno, du Direm, du Faro-Idéo, du Mbéré et de la Vina, bénéficiaires des chèques d'une valeur globale de près de 195 millions de nos francs. Commencez à réaliser votre projet. Comme vous avez décrit dans le document du projet, ne changez pas. Même un franc ne donnez pas à quelqu'un. C'est pour le projet. Ce n'est pas pour se marier, ce n'est pas pour... Parce que le Ramadan aussi s'approche, attention. Ces subventions aussi entre 500 000 et 6 millions de francs CFA. Pour ce qui est des projets des groupements des producteurs, entre 5 et 30 millions pour les organisations professionnelles agro-pastorales. Ces investissements portent sur l'acquisition des équipements, la construction des magasins de stockage, des poulaillers, des ruches et l'augmentation en quantité et en qualité des capacités de production. Nous faisons dans l'agriculture, plus particulièrement dans le maïs, un peu dans le café et le cacao aussi. Nous venons de bénéficier d'une construction de magasins de stockage. Le fait de ne pas bien conserver nos produits fait à ce que nous vendons à vif prix. On va essayer de payer les matériels, surtout les machines. On a cherché le marché jusqu'à Kousseri. On a déjà trouvé les gens qu'on va faire sortir le jus pour vendre jusqu'à Kousseri. L'atteinte de l'émergence tant souhaitée passe aussi par la promotion de l'entrepreneuriat agricole. Restons justement dans ce domaine pour parler aussi d'un autre financement qui s'est tenu il y a quelques temps. Et ce financement permettra justement aux hommes de la terre de mieux améliorer leur rentabilité. Voyons tout ceci avec Vanessa Mela. Près de 199 millions de francs CFA distribués à 57 organisations de producteurs de la région du Nord. Une subvention du programme ACFA visant à promouvoir l'entrepreneuriat agricole et augmenter la production dans les différentes filières que l'on retrouve dans cette partie du Cameroun. Oui, mais ces sanctions sont celles que j'ai énoncées au cours de mon intervention. D'abord,
pour que les bénéficiaires de la région du Nord puissent remplir leur engagement et réaliser leur projet. Et pour cela, ils auront l'accompagnement et l'appui de tous nos conseillers dans tous les villages et nous serons derrière eux. À l'occasion de cette remise de chèques, nous recommandons aux bénéficiaires d'utiliser ces fonds à des fins pour lesquelles ces fonds ont été destinés. Pendant la remise des chèques, chaque récipiendaire reçoit des recommandations quant à l'usage de cette subvention, comptant pour la deuxième phase du programme ACFA. Par rapport à l'agriculture, notre projet c'est sur les équipements agricoles, notamment les charrues, habituels comme les bœufs et les égreneuses pour nous faciliter la tâche pendant les récoltes. Les différents projets présentés ici se verront donc réalisés dans les prochains mois. Reste plus que ces agriculteurs et éleveurs de bien gérer ces financements. Autre aide, cette fois-ci aux sinistrés de Meillon-Messy. Le chef de l'État a donc voulu apporter son aide à ces personnes sinistrées, afin de permettre à ces hommes et femmes de pouvoir poursuivre une vie plutôt normale. Voyons tous ici avec Alex Lembe. Accueillis par Félix Ngelengele et David Koulboud Aman, respectivement gouverneur de la région du Sud et préfet du département du Dioye-Lobo, la caravane va descendre à Meillon-Messy, village situé à une quarantaine de kilomètres de la ville de San-Milima. Paul Atanganji a personnellement porté le message de réconfort du président de la République Paul Biya aux différentes victimes. La réaction a été prompte parce que le chef d'État, et j'ai rappelé, n'est-ce pas, le chef d'État a dit que c'est un arrondissement qui a bien voté pour les institutions. Et puis en politique, il y a le retour de l'ascenseur, donc je leur demande de rester mobilisés parce qu'il y a d'autres échéances. Et ils ont vu, au moins c'est un constat que le président Paul Biya, c'est l'homme le plus renseigné et il agit promptement, spontanément. Et c'est la preuve de sa gentillesse légendaire envers des populations sinistrées. Ce don du chef de l'État va permettre à ces sinistrés de se refaire, pour certains des baptistes et pour d'autres de pouvoir se reconstituer. C'est ce qui justifie les présences des lattes, des bassins, des tôles, des pointes rondelettes et bien évidemment une enveloppe de soutien. Les visages tristes d'hier vont immédiatement retrouver la joie. Rassurez-vous, nous sommes dans l'arrière-pays. On ne s'imaginait pas qu'en très peu de temps, le chef d'État pouvait avoir une réaction aussi prompte que ceci. Et que ceci nous rassure que le chef d'État est à l'écoute de la nation. J'ai eu des cas de chapelle sinistrés. Et après la réaction prompte du président, comment peut être le cœur d'un curé? Sinon, très content de cette réaction. Et cela va nous permettre de reprendre, commencer les travaux pour les dites cases de chapelle. La délégation de la protection civile chargée de la répartition de cette manne ne manquera pas de poser le problème des constructions anarchiques. Parlons de santé à présent dans ce journal. La lutte contre le VIH-Sida s'intensifie. Le Cameroun s'est engagé à éradiquer le mal d'ici 2030. Aujourd'hui, le Cameroun enregistre une baisse de plus de 20% du taux de transmission, quoique le taux augmente pour les filles de 15 à 24 ans. Cathy Ken nous en parle. L'infection à VIH reste une préoccupation au Cameroun avec un taux de prévalence estimé à 4,3%. Le taux de prévalence du VIH-Sida ne baisse pas tel qu'on le souhaiterait dans la ville de Douala. Les collectivités territoriales décentralisées que sont les mairies d'arrondissement et la communauté urbaine de Douala sont les mieux placées pour sensibiliser à nouveau les populations sur le fait que le sida n'est pas mort. Le taux de prévalence doit donc diminuer. Et pour améliorer la tendance dans la ville de Douala, une campagne de lutte est lancée avec le concours de la communauté urbaine et des communes d'arrondissement. Nous sommes intéressés de pouvoir accompagner les acteurs de la lutte de la communauté urbaine, des municipalités, pour que la problématique VIH dans les entreprises, dans cette ville qui est le poumon économique, cette problématique puisse être prise en compte dans les actions qui sont menées d'ici 2020. Les 6 communes d'arrondissement de Douala ont déjà pris le taureau par les cornes. Ça sera une campagne de proximité.
On ne va plus s'arrêter à faire au niveau de l'esplanade. Ça sera une campagne de proximité parce que c'est déjà un plan que nous avions à la mairie pour atteindre nos objectifs et surtout atteindre les 90-90 à l'horizon 2020. Donc la mairie appuie souvent les familles avec des petites subventions pour la création des activités génératrices de revenus. Parce qu'il va sans dire qu'elle ne sera pas là tout le temps pour l'achat des entrées au bureau quand il y a rupture. Mais il faudra rendre cette famille autonome. Cette nouvelle dynamique a un seul objectif majeur, accélérer la riposte et lutter contre l'évolution de la maladie. Parlons du sport pour s'intéresser aux salaires et primes impayés des joueurs de la Ligue 1 et 2 du Cameroun. L'affaire a été suivie de près par Aimé Moukoko. Le MICEP, la FECAFOOT, la LFPC, le SINAFOC et le CISEC, dans l'affaire des arriérés de salaires et primes dus aux joueurs par 24 clubs du championnat de Ligue 1 et 2 lors de la saison sportive 2017-2018 et celle en cours, étaient en conclave mardi dernier. Des résolutions, il est constaté que les clubs reprochent au SINAFOC de n'avoir pas pu apporter tous les éléments qui s'adossent au chiffre de 555 155 000 francs CFA excipés par ce dernier. Par ailleurs, seuls 4 clubs reconnaissent devoir de l'argent et primes aux joueurs et fixent à la date du 15 mai un délai de règlement de la dite créance. Soit Union de Douala, 3 50 000 francs CFA, Avion FC Duncam, 2 primes de match non évaluées, AS Etoile Meki, 300 000 francs CFA, représentant 2 primes de match, communiqué final sur 6 résolutions qui n'arrangent pas le syndicat national des footballeurs du Cameroun. On ne va pas accepter sur des papiers volants des signatures qu'on attribue aux joueurs, alors que les contrats de la Ligue de football professionnel au Cameroun exigent que les salaires des joueurs soient virés. La position de la FECAFOOT vis-à-vis de certains clubs est claire. Les équipes qui n'auraient pas payé les 10 salaires des joueurs en ne répondant pas à la missive de la LFPC suite aux injonctions de la FIFA seront traduites à la commission de discipline. Mais jusque-là, le SINAFOC n'est pas satisfait. La FIFA va à nouveau écrire à la fédération parce que nous avons l'impression que la Fédération camerounaise de football n'a pas compris le sens de la lettre de la FIFA qui demandait de résoudre le problème et non pas de vérifier si les clubs ont été payés ou pas. Technique de dilatoire ou pas, la FIFA est mieux placée pour tirer le verdict et peut-être faire peser les sanctions sur le Cameroun. Affaire à suivre. Poursuivons l'actualité à l'étranger pour s'intéresser tout d'abord à l'artiste camerounais Black Bassi, voilà, qui a sorti un nouveau son, du moins une nouvelle chanson. En fait, on parle d'un album plutôt, voilà. Un album qui s'intéresse à la vie de Robert Oumniobé, intitulé 1958. Voyons cet entretien qu'il a pu faire avec nos confrères de BBC. Cet album est un hommage à Oumniobé. Qui était Oumniobé? Oumniobé était, pour moi, c'est un personnage clé de l'histoire de cet espace qu'on appelle Cameroun, tout simplement parce que moi, je l'ai rencontré de différentes manières. C'est-à-dire, quand j'étais gamin, ma mère a passé 1 an et demi dans la forêt, dormant d'un lieu à un autre, avec mon grand-père fuyant l'armée française qui venait terroriser les gens afin qu'ils disent où se cachaient les maquisards. Et ma mère, son village, elle a grandi entre Sombo et Ngokmapoui, qui sont des villages près de Boumniébé, le village d'Oumniobé. Et donc elle m'a raconté cette histoire quand elle était jeune, mais je n'avais pas fait attention, j'étais gamin. Et plus tard, au lycée, j'ai appris dans le livre d'histoire qu'Oumniobé était un terroriste. Et donc, je me suis retrouvé à avoir différentes versions d'une histoire de ce personnage. Et ce qui m'a intrigué, petit à petit, j'ai commencé à faire des recherches pour comprendre qui il était réellement. J'ai découvert quelqu'un d'exceptionnel. D'où est venue l'idée de faire cet album? Donc, j'ai décidé de faire cet album parce que je me dis comment est-ce que c'est possible encore qu'aujourd'hui que nous soyons dans la situation dans laquelle nous sommes. Pour moi, il me paraît de manière claire et certaine que pour régler le problème africain aujourd'hui, c'est à travers la reconnexion vers nos racines.
Parce que nous sommes un peuple qui a le cul entre deux chaises. Nous ne sommes plus ce que nous étions réellement avant la colonisation. Et nous nous battons avec toutes nos forces à être des copies de l'Occident, c'est-à-dire des avatars des Occidentaux. Donc, à partir de ce moment-là, tant que nous n'allons pas faire le travail de retour pour aller nous connecter à nos racines, rien ne va marcher. Nous sommes régis par le storytelling. Donc, pour notre storytelling, on a besoin de personnes qui fassent briller et qui inspirent aussi les nouvelles générations, qui leur donnent envie d'aller plus loin, d'être confiants. Et donc, pour moi, il était vraiment, je me sentais presque obligé et urgent d'aller sortir ce personnage pour le mettre en lumière. Et on reste avec nos confrères de BBC pour s'intéresser cette fois-ci à l'actualité dans le monde. La Nouvelle-Zélande interdit des fusils d'assaut et les armes semi-automatiques de style militaire. Ceux par exemple utilisés vendredi dernier pour abattre 50 personnes à Christchurch. Les chargeurs à grande capacité et autres dispositifs qui permettent des tirs plus rapides seront également hors la loi. R. Kelly veut aller chanter à Dubaï. Le chanteur américain a demandé à un juge de lui permettre de voyager au Moyen-Orient. Il a expliqué qu'il a des problèmes à se trouver des contrats aux États-Unis. Accusé d'abus sexuels, il ne peut pas sortir de l'Illinois à moins qu'un juge n'approuve un voyage à l'extérieur de l'État. Toujours pas de nouvelles d'Emmanuel Ngafesson, enlevé en région anglophone du Cameroun. L'ancien secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice chargé de l'administration pénitentiaire a été kidnappé mercredi à Bamenda. Des joueurs de l'équipe de football de l'université de Buea ont également été enlevés par des hommes armés. Et on reste à l'étranger pour se rendre tout de suite du côté de N'Djamena, oui, au Tchad. La 14e conférence des chefs d'État de la CEMAC est précédée ce matin à N'Djamena par les travaux du Conseil des ministres de l'Union économique d'Afrique centrale, comme vous le voyez en image. L'ordre du jour reste en instance à Malabo en février dernier. Voilà. Donc souvenez-vous, seul le budget avait été adopté. Les autres points comme l'adoption du nouveau code douanier de la CEMAC, la mise en place du Conseil de la concurrence, la réforme professionnelle du Conseil fiscal et autres ont été renvoyés à cette session. Le Cameroun est représenté à ces travaux ce matin par Paul Tasson, ministre délégué à l'économie, Louis-Paul Motazé, ministre des Finances. Les travaux sont en cours. Il est prévu un point de presse à la fin de cet après-midi. Les images nous ont été envoyées par notre envoyé spécial de ce côté-là, Carole Yemelon. Merci donc à tous de nous avoir suivis. C'est donc ici que se referme le 13h sur Canal 2 International. On se dit à très bientôt.